En Israël, ce moment est devenu mythique. La guerre des 6 jours éclate. Sur la première bombe atomique de son pays, un soldat aurait écrit « Plus jamais ça. Plus jamais on ne s'en prendra impunément aux Juifs. » Une démonstration de puissance. Londres, été 1986. Un informateur propose à l'hebdomadaire britannique le Sunday Times des photos et des renseignements prouvant qu'Israël est doté de l'arme atomique. Le journaliste et physicien Peter Hunnam rencontre le mystérieux interlocuteur Mordechai Vanunu. Il s'agissait d'un technicien nucléaire travaillant sur la production de plutonium. C'est un processus assez complexe. Il était réalisé dans le plus grand secret, dans un bâtiment souterrain, afin de rester à l'abri des regards. Une installation nucléaire souterraine. Peter Hunnam est sceptique. Mais après de minutieuses recherches, il est convaincu que Mordechai Vanunu dit la vérité. Nous avons finalement décidé de publier cette histoire parce qu'en Israël, le Premier ministre Shimon Peres avait convoqué tous les responsables de la presse écrite pour leur dire que le Sunday Times allait publier une information très sensible qu'ils ne devraient pas reprendre. Israël développe un programme nucléaire militaire. Partout dans le monde, la nouvelle provoque une vive émotion. Peu après, Vanunu fait la connaissance d'une jeune femme. Je me suis méfié de cette femme dès qu'il m'en a parlé. Il m'a dit qu'il s'agissait d'une touriste américaine et qu'il n'y avait aucun problème. Je lui ai dit, comment peux-tu être sûr qu'elle ne travaille pas pour le Mossad? C'est mot pour mot la question que je lui ai posée. Il m'a répondu, c'est impossible. Alors je lui ai dit d'être très prudent. Mais Vanunu disparaît sans laisser de traces, pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'Israël annonce son arrestation. Comment a-t-il été capturé? Après chaque audition au tribunal de Jérusalem, Vanunu était reconduit en prison à bord d'une voiture, dont les vitres, curieusement, n'étaient pas fumées. Ce jour-là, alors qu'il venait de s'installer à l'arrière, il a collé sa main contre la vitre. Dessus, il avait écrit « Je m'appelle Mordechai Vanunu, j'ai été enlevé à Rome ». Que faisait Vanunu dans la capitale italienne? Peter Hunnam tente de remonter la piste. Son enquête le mène vers une certaine Cindy. S'agit-il de la fameuse touriste américaine? Nous avons voulu en savoir plus sur cette Cindy. Nous avons découvert que Vanunu était assis à côté d'elle dans l'avion pour Rome. Nous avions un nom, Cindy Hannon. J'ai cherché sa trace dans le monde entier. Hunnam finit par la localiser en Israël. Sa véritable identité, Cheryl Bentoff. Elle dispose de la double nationalité américaine et israélienne. Elle est l'épouse d'un agent secret. J'ai trouvé son adresse en Israël. Je suis allé frapper à sa porte. Le face-à-face a été surréaliste. Elle m'a regardé avec méfiance avant de me laisser entrer. Je lui ai dit que je travaillais pour le Sunday Times, que j'allais révéler dans un article qu'elle était un agent du Mossad et qu'elle avait participé à l'enlèvement de Vanunu. Elle m'a écouté sans rien dire. Quand je lui ai fait remarquer qu'elle ne contestait rien, elle s'est mise à hurler « Tout est faux, je nie tout en bloc ». Et elle s'est enfermée dans sa chambre. Hunnam reconstitue les événements. Cheryl Bentoff sert d'appât pour capturer Vanunu. Elle le séduit, puis l'entraîne à Rome où elle le drogue. Le Mossad le kidnappe. Vanunu sera jugé en Israël. Au procès, j'ai essayé d'expliquer qu'il avait agi par conviction et pas pour de l'argent. C'était facile à démontrer puisqu'il n'avait absolument rien touché.
Malgré ça, le tribunal l'a condamné, non seulement pour espionnage, mais aussi pour haute trahison. Il risquait alors la peine de mort. Au final, il a été condamné à 18 ans de prison. Selon l'État d'Israël, Vanunu a franchi la ligne rouge. Dans ce pays, le programme d'armement nucléaire est un sujet tabou. Officiellement, il n'existe pas. L'État hébreu refuse catégoriquement que ses infrastructures nucléaires soient contrôlées. Mais les rumeurs, elles, doivent continuer à circuler. Elles ont un effet dissuasif. Cette stratégie porte un nom, l'amimut, l'opacité. Et presque tous les Israéliens en respectent le principe. Nous devons être prudents, parce que je pourrais avoir des problèmes. Alors je pourrais commencer par vous dire que tout ce que je sais provient de sources étrangères. L'arme nucléaire est un sujet très sensible en Israël, un sujet tabou. La stratégie de l'opacité date de l'époque du premier ministre israélien Levi Eshkol et du président américain Lyndon Johnson. Son principe repose sur une formule toujours valable aujourd'hui. Israël ne sera pas le premier pays à introduire l'arme nucléaire au Moyen-Orient. Mais qu'entend-on exactement par introduire? Israéliens et Américains débattent en permanence de ce sujet. En 1969, Yitzhak Rabin était ambassadeur à Washington. Il a débattu avec des responsables du département d'État sur la notion même d'introduction de l'arme nucléaire. De quoi s'agit-il? De faire un essai nucléaire? De déclarer officiellement qu'on possède l'arme nucléaire? Ou alors de posséder la bombe? Johnson et Eshkol, le successeur de Ben Gurion, ont conclu un accord simple. Vous, Israéliens, ne dites rien, et nous, Américains, ne savons rien. À plusieurs reprises, Eshkol a dit « Je ne suis pas certain de bien comprendre ce que signifie introduction. Mais je trouve le mot très élégant. C'est une mise en garde qui confirme presque l'existence d'un arsenal nucléaire. En même temps, l'expression laisse à penser, quel que soit le sens qu'on lui donne, que c'est une chose qu'Israël voudrait éviter. En réalité, c'est un double langage. L'élégance de la formule a permis aux Israéliens, une fois la notion d'introduction et son interprétation acceptée par les États-Unis, de se sentir très à l'aise. Il joue sur les mots. C'est Shimon Peres qui a eu cette idée. Et aujourd'hui, on a toujours droit à la même rengaine. Mais ça n'a pas de sens. Il faut savoir que les Américains ont traversé le canal de Suez avec des bateaux chargés d'armes nucléaires. Ce sont eux les premiers à avoir introduit l'arme nucléaire au Moyen-Orient. Bref, tout ça est absurde. Selon les politiques de haut rang, les militaires et les experts, l'arsenal nucléaire israélien compterait entre 100 et 400 missiles. De fabrication récente, ils sont dotés de systèmes ultramodernes. Bombes à neutrons, mini-bombes à hydrogène capables de détruire des bunkers souterrains, missiles de croisière capables d'anéantir des grandes villes et qui peuvent être tirés de n'importe quel point de la planète depuis des sous-marins. La politique israélienne est marquée par le traumatisme de la Shoah. Pendant la Seconde Guerre mondiale, stopper l'extermination des Juifs européens par le régime nazi n'est pas la priorité des Alliés. Les Américains bombardent les usines du camp de concentration d'Auschwitz en 1944, mais avant tout pour bloquer la production de matériel militaire. En dépit des appels de Juifs du monde entier, les Alliés n'ont pas secouru les victimes de la barbarie nazie. Livrés à eux-mêmes, les Juifs européens se sont retrouvés à la merci de leurs bourreaux. Dans les camps, ils ont subi l'indicible, à tel point que les sionistes de Palestine n'y ont d'abord pas cru. Les premiers survivants arrivés après la guerre leur étaient étrangers. Nous, jeunes Israéliens, étions capables de nous défendre.
Pour nous, comme pour tous les Juifs, l'Holocauste a été la plus grande tragédie de notre peuple. Mais nous l'avons aussi ressenti comme une humiliation profonde. L'Holocauste nous a rabaissés. Nous nous disions, parmi les innombrables victimes de cette guerre, la plupart sont mortes sur le champ de bataille. Mais comment ont péri nos frères? Comme des moutons qu'on emmène à l'abattoir. Et ce qui a été encore plus grave pour nous, ça a été de nous dire qu'ils se sont laissés conduire à l'abattoir. En Israël, les sionistes ont retenu les leçons du passé. Pas question que les Juifs soient une fois encore des victimes sans défense. Ils prennent les armes et mènent des actions violentes contre les Arabes et les Britanniques, la puissance coloniale. Ils se battent pour réaliser le rêve de Théodore Herzl, construire un pays où les Juifs pourraient vivre librement et dignement. Un autre événement influence le destin de l'État hébreu, le projet Manhattan, nom de code donné à la mise au point de la première bombe atomique au monde, à Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Des scientifiques juifs ont participé à la conception des bombes atomiques larguées par l'armée américaine sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Leur travail a permis aux Américains d'acquérir l'arme atomique et de devenir la nation dominante. Jusqu'au jour où, 4 ans plus tard, les Soviétiques maîtrisent à leur tour la technologie nucléaire militaire. En 1948, sous l'impulsion du futur Premier ministre David Ben-Gurion, les sionistes atteignent leur objectif, la création d'un État juif en Palestine. Mais le combat n'est pas fini, et les violences non plus. Les pays arabes attaquent le jeune État. Israël se cramponne à sa profession de foi, plus jamais ça. Ne plus être une victime sans défense. Pour se protéger, les Juifs estiment qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. À sa naissance, Israël est encerclé par des nations ennemies. Ben-Gurion est persuadé que les Arabes mèneront de nouvelles attaques. Pour lui, une seule victoire du camp adverse conduirait à la destruction d'Israël. La survie de l'État hébreu dépend donc de ses capacités militaires. Ben-Gurion est convaincu que l'arme atomique pourrait définitivement modifier le rapport de force dans la région. En 1948, cette technologie n'est pas encore à la portée d'Israël, mais son Premier ministre est décidé à tout mettre en œuvre pour la maîtriser rapidement. Ben-Gurion peut compter sur le soutien de 2 personnalités. Ernst David Bergman, un chimiste dont la famille a quitté l'Allemagne en 1933, et Shimon Peres, l'actuel président israélien. Les 3 hommes sont convaincus qu'Israël dispose des ressources humaines pour fabriquer la bombe atomique et par conséquent sécuriser son existence. Pour la classe politique israélienne, l'idée était la suivante. Pour éviter un nouvel Auschwitz, il fallait avoir les moyens d'infliger un nouvel Hiroshima, un nouveau Nagasaki. Mais Israël n'a pas d'uranium. Les recherches intensives sont menées dans le désert du Negev, en vain. En 1955, 7 ans après sa création, Israël peut pour la première fois se procurer de l'uranium. Les États-Unis organisent une conférence internationale à Genève. Son nom, Atoms for Peace, les atomes pour la paix. Au cours de cette réunion, Eisenhower propose la technologie nucléaire aux États prêts à renoncer à un arsenal atomique. À l'époque, on pense que le nucléaire est un instrument du maintien de la paix. Because here, in fact, is the answer to a dream as old as man himself. A giant of limitless power at man's command. And where was it science found that giant? In the atom. Israël a signé le programme Atoms for Peace et acheté un réacteur aux Américains, le réacteur Naral Sorek. Selon certaines sources, on sait que, très rapidement, les scientifiques israéliens ont cherché à savoir si ce réacteur pouvait être utilisé à des fins militaires. Mais le réacteur de recherche de Naral Sorek n'est pas adapté à la production de plutonium.
Pour les Israéliens, c'est une déception. Le réacteur, fabriqué avec l'aide des Américains, servira plus tard à camoufler le véritable programme nucléaire. Israël décide de confier à ses négociateurs les plus chevronnés une mission délicate. Trouver un nouveau partenaire pour développer l'arme atomique. Tout a commencé en 1952 et avec l'arrivée à Paris d'un personnage qui s'appelle Shimon Peres, qui était directeur au ministère de la Défense israélien, qui travaillait avec Ben Gurion. Et l'objectif était d'obtenir le maximum d'armes, le maximum de conseils, le maximum de la France. Ben Gurion et son émissaire savent que la France a lancé un programme de développement de l'arme atomique. La mission de Peres est d'accéder à ce programme. À Paris, les portes lui sont grand ouvertes. Beaucoup d'hommes politiques donc ont été séduits, véritablement séduits par Shimon Peres. Et Shimon Peres, au bout de 2 ans, à partir de 54-55, il était devenu un personnage si puissant qu'il avait son bureau à l'intérieur du ministère de la Défense. Paris et Tel Aviv nourrissent une profonde méfiance à l'encontre de Nasser, le héros du monde arabe. En 1956, le président égyptien décide de nationaliser le canal de Suez, jusqu'alors aux mains des Britanniques. Mais l'ancienne puissance coloniale refuse le coup de force. Avec la France et Israël, elle décide d'intervenir militairement. La stratégie est la suivante. Israël doit attaquer l'Égypte. Ensuite, Londres et Paris occuperont la zone du canal afin de rétablir la paix. Israël, la France et la Grande-Bretagne se sont mis d'accord sur ce scénario. C'était une véritable conspiration à 3. Mais le plan ne se déroule pas comme prévu. La pression des États-Unis, les menaces de l'Union soviétique stoppent l'offensive. La défaite de la Grande-Bretagne et de la France marque la fin de l'influence des 2 ex-puissances coloniales dans la région. Les Israéliens, eux, tirent leur épingle du jeu. La Grande-Bretagne, puissance nucléaire depuis 1952, leur fournit de l'eau lourde et de l'uranium. Les Français, de leur côté, participent à la construction d'une installation atomique dans le désert du Negev. Le complexe alimentera Israël en plutonium. Les Israéliens ignorent qu'ils sont observés par des avions espions américains. Près de Beersheba, dans une zone désertique dégagée, nous les avons surpris en train de couler de grandes quantités de béton. J'ai aussitôt fait un rapport à ce sujet. Je l'ai appelé Beersheba, possible installation nucléaire en construction. Mon supérieur a transmis l'information à Eisenhower. Celui-ci n'y a prêté aucune attention. En examinant de plus près les photos, Brugioni hésite. L'installation ressemble à ce que l'on peut voir sur des clichés aériens pris par les Américains en France. Le nouveau réacteur israélien, connu aujourd'hui sous le nom de Dimona, présentait de grandes similitudes avec celui de Marcoule, en France. J'ai donc fait un tableau en 2 parties. L'une sur Dimona, l'autre sur Marcoule. Le résultat mettait clairement en évidence le rôle des Français dans la conception de Dimona. Mon chef a une nouvelle fois fait suivre l'information à Eisenhower, sans plus de résultats. La CIA veut plus d'informations. Elle envoie donc des agents déguisés en touristes dans le désert du Negev. Ces documents originaux, pris par les espions américains, dormaient jusqu'ici dans les archives.
Les agents veulent découvrir à quoi sert tout ce béton, mais aussi l'identité des passagers que des dizaines de bus amènent chaque jour sur le chantier. Par ailleurs, ils informent la CIA que la zone de Dimona est truffée d'agents du Mossad. Le sujet était très sensible pour les Israéliens. Une fois, ils ont même malmené l'un de nos attachés militaires qui tentait de s'approcher de la zone. Ils étaient sous tension et nous suivaient partout. Les images des espions américains révèlent que plusieurs centaines de Français travaillent sur le site. Ils sont logés dans les nouveaux lotissements environnants. Pour Washington, plus de doute. Français et Israéliens développent un programme d'armement nucléaire. À l'origine de ce projet ultra secret, deux hommes. Le président du Conseil Guy Mollet et le ministre de la Défense Maurice Bourgès-Monory. Il s'est constitué petit à petit un petit club, mais où la majorité, même des gens du gouvernement, n'étaient pas au courant de ce qui se tramait. C'est un club d'une vingtaine, trentaine de personnes. C'est deux États qui vont être au plus haut niveau, au plus secret niveau, totalement enchevêtrés, totalement liés. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a eu aucune décision on est pourtant dans un régime d'assemblée à l'époque en France, où l'assemblée, théoriquement, est très puissante. Or, l'assemblée n'a jamais pris une décision pour ça. Devenu négociateur, Shimon Peres obtient des Français qu'ils signent un contrat détaillant leur participation au programme nucléaire israélien. Il collabore avec le club, parfois aux marges de la légalité. Sa détermination est sans faille. Shimon Peres était capable d'antidater un accord pour en conserver la validité, alors même que son gouvernement avait perdu le pouvoir suite à un vote de défiance. Cela montre sa détermination. This just shows how much Shimon Peres was determined to get it, to bring it home, Pour lui, la fin justifiait les moyens. Dès lors qu'il s'agissait d'atteindre un objectif qui, à ses yeux, comme à ceux de Ben Gurion et des rares personnes mises dans le secret, relevait du sacré. Les Israéliens ont fait un pas décisif dans l'acquisition de la bombe atomique. En Israël comme en France, ces décisions sont prises en marge des institutions démocratiques. Pourtant, leur portée est immense et concerne le destin de tous. Les Israéliens mentent à l'opinion publique internationale. Les Israéliens ont tout nié, en bloc. Shimon Peres jurait ses grands dieux qu'il s'agissait d'une usine textile. 1958, De Gaulle est de retour au pouvoir et il opère un virage à 180 degrés. Le nouveau président veut la bombe atomique pour la France, mais pas pour Israël. Il lui faudra pourtant du temps pour imposer son point de vue. Il ignore ce qui se trame en coulisses. Le général de Gaulle ne va pas être prévenu tout de suite de cet engagement sur la bombe. Et il va falloir près d'un an et demi qu'il soit au courant de tout. Pourquoi il n'est pas au courant? Parce qu'il y a dans le système les gens du club qui font en sorte de donner que des bouts d'informations. Rien ne peut détourner Ben Gurion de son objectif, pas même la nouvelle donne à Paris. Pour Tel Aviv, il est urgent d'acquérir des systèmes de portée pour ses armes atomiques, et notamment des missiles. Les dirigeants israéliens savent qu'ils ont peu de temps avant que le vent ne tourne en France. Le général de Gaulle va décider d'arrêter toute cette affaire, mais donc les instructions ne descendent pas rapidement, il y a des obstacles partout, partout, parce que le club est très implanté, à la fois dans l'armée, à la fois dans la fonction publique, à la fois dans le politique. Autrement dit, même le général de Gaulle n'arrive pas à obtenir satisfaction, et quand les décisions descendent jusqu'au bout, des systèmes sont faits pour contrebalancer les décisions
Le cas du MD-620 en dit long. Ce missile a été développé par le groupe français Dassault pour Israël, malgré l'arrêt officiel de la collaboration entre les deux pays. Le MD-620 va être utilisé pour les bombes atomiques israéliennes. Sa livraison n'empêche pas le refroidissement des relations entre Paris et Tel Aviv. Mais Israël peut compter sur le soutien d'un nouvel allié, l'Allemagne. Bonn livre déjà des armes à l'État hébreu. Adenauer va plus loin. Un document allemand révèle qu'à partir de 1961, le chancelier s'engage à verser à Israël 200 millions de Deutschmark par an pendant 10 ans. La construction d'une installation de désalinisation nucléaire est également évoquée. On n'en saura pas plus. Les documents relatifs à ce sujet sont toujours classés secret défense. Les services de renseignement ne sont plus les seuls à s'intéresser à ce qui se trame dans le désert du Negev. Certaines informations filtrent et les médias commencent à spéculer sur le programme nucléaire israélien. La pression s'accentue sur l'État hébreu. Le réacteur nucléaire, officiellement une usine textile, suscite beaucoup d'intérêt. Et si les Israéliens y fabriquaient du plutonium? 1961. John Kennedy est élu président. Tel Aviv constate alors que le soutien de Washington faiblit. Kennedy, plus qu'aucun autre président américain, cherchera à freiner le programme de développement nucléaire israélien. Les deux pays ont connu des périodes de forte tension, surtout lorsque Kennedy a exigé pour les Américains un accès à Dimona. Il voulait empêcher les Israéliens de produire des armes atomiques afin de mettre un terme à la course au nucléaire. Mais Israël a eu le dernier mot. La tension a été très forte. Tout s'est joué à huis clos. Kennedy hausse le ton. Il exige une inspection de Dimona pour s'assurer qu'on n'y fabrique pas d'armes nucléaires. Il menace même de suspendre l'aide économique accordée à l'État hébreu. Israël cède en apparence. À cause de la pression américaine, les Israéliens ont accepté une inspection de la Commission atomique américaine, une inspection de réacteurs. Puisque la théorie, c'était que c'était un réacteur de recherche et non un réacteur qui pouvait produire du plutonium. Et donc pendant des mois, les Israéliens ont monté une salle de commande complètement qui n'avait aucun rapport avec la réalité, mais où il y avait des vraies commandes, où il y avait des... Et derrière cette salle de commande, il y avait des techniciens et des savants israéliens qui avaient programmé, tous, au fur et à mesure que les Américains prenaient maniaient les commandes, eux réagissaient pour que les données qui apparaissent soient des données d'un réacteur civil, d'un réacteur de recherche. Dimona sert bien à fabriquer du plutonium et des armes nucléaires. Les Israéliens prétendent le contraire, mais Kennedy n'est pas dupe. Pour Kennedy, la signature du traité de non-prolifération nucléaire était une priorité. Il a donc tout fait pour que Ben Gurion le ratifie. Pour la première fois, il a accepté de fournir à Tel Aviv des armes non nucléaires. Ben Gurion lui avait proposé le marché suivant. Donnez-nous des armes conventionnelles et nous mettons un terme à notre programme nucléaire. Kennedy a donc donné son feu vert à la livraison de missiles anti-aériens à Israël, qui s'est empressé de les déployer autour du réacteur de Dimona. John Kennedy est assassiné le 22 novembre 1963. Son successeur, Lyndon Johnson, intensifie les relations avec Tel Aviv et Washington ferme les yeux sur les activités de Dimona. Mais les pays arabes, par la voix de Nasser et l'URSS, exigent l'arrêt du programme nucléaire de l'État hébreu. Ils ne croient plus aux démentis israéliens. In 1965, an Arab
En 1965, lors du 3e sommet, les États arabes décident de passer à l'action et de mener une guerre préventive. La stratégie du Kremlin est toute prête. Provoquer les Israéliens pour les pousser à attaquer les premiers. Moscou assure les pays arabes de son soutien en cas d'attaque nucléaire israélienne. Ce que les Soviétiques ignorent, c'est que le compte à rebours a déjà commencé. La mise au point de la première bombe atomique n'est plus qu'une question de jours. À Dimona, les 6 étages du complexe nucléaire sont souterrains. Des portes secrètes mènent à la centrale israélienne. Ici sont produites les ogives nucléaires à base de plutonium. Et c'est là que travaillera Mordechai Vanunu quelques années plus tard. Les 2 étages en surface ne sont qu'un leurre. Les Soviétiques pensent encore pouvoir stopper les activités de Dimona sans que les Américains n'interviennent. Les Américains étaient enlisés dans le bourbier vietnamien. Ils voulaient à tout prix éviter d'autres problèmes internationaux. Mais surtout, Moscou avait pour objectif de stopper le programme nucléaire israélien avant que le pays ne soit doté de la bombe. Une perspective qui ne réjouissait pas non plus les Américains. Enfin, les Soviétiques tenaient absolument à respecter le droit. En poussant Israël à attaquer, ils pouvaient espérer le soutien des Nations Unies et des Américains. Ils ne voulaient pas passer pour les agresseurs. En 1967, le Kremlin change de tactique. Moscou dispose d'une arme secrète, le MiG-25 Foxbat, dont la vitesse atteint 3000 km/h. L'armée soviétique effectue plusieurs survols de la centrale de Dimona. Sur place, des avions intercepteurs et des missiles entrent en action. Israël n'avait pas la capacité de s'opposer à ces survols. Un nouveau Foxbat prend son envol. Les Israéliens sont surpris et extrêmement nerveux. Les Soviétiques attendent l'attaque israélienne. D'autres appareils, les bombardiers Tu-16, sont prêts à intervenir. Ils ont reçu l'ordre de bombarder un point précis du territoire israélien. Ils n'avaient pas d'autres informations, juste les coordonnées géographiques. Mais leur cible était protégée par des missiles anti-aériens Hawk. Des bombardiers Tu-16 aux couleurs des pays arabes sont stationnés dans le Caucase, prêts à décoller. Leur objectif, détruire Dimona. Comme prévu, Tsahal attaque les avions de la coalition arabe. Sa victoire fulgurante surprend tous les belligérants, à commencer par l'État hébreu lui-même. Les avions arabes n'ont même pas le temps de décoller. Tsahal les détruit au sol au cours d'un raid éclair. Les bombardiers soviétiques ne peuvent plus utiliser les pistes égyptiennes, également détruites. L'intervention est annulée. Les Israéliens auraient pu effectuer un premier test la veille du déclenchement de la guerre des 6 jours. Ils étaient parvenus à fabriquer leur première bombe juste avant le début du conflit. Dans ses mémoires, Shimon Peres raconte qu'il avait évoqué une nouvelle étape. De quoi dissuader les pays arabes d'attaquer Israël. Il n'a jamais démenti qu'il parlait de la bombe atomique. Heureusement, le test n'a pas eu lieu, car les missiles soviétiques étaient prêts à s'abattre sur Israël. Je ne suis pas sûr que le Kremlin aurait fait la différence avec une vraie attaque nucléaire. C'est dans ce contexte d'extrême tension que les Américains envoient le Liberty, un navire espion au système d'écoute ultra sophistiqué. Au 3e jour de la guerre, le Pentagone ordonne à tous les navires américains de s'éloigner à plus de 120 000 de la zone des combats, à tous, sauf au Liberty. Des avions survolent le navire, des avions israéliens.
Cette photo a été prise par un marin du Liberty. L'équipage est convaincu que les Israéliens, leurs alliés, les ont identifiés. Mais le Liberty est bombardé. Des avions anonymes lancent une série d'attaques avec des mitrailleuses, des missiles et même des bombes au napalm. Cette photo a été prise lors de l'assaut. Le Liberty demande de l'aide. Des chasseurs américains décollent de leur base, mais la Maison-Blanche leur ordonne de ne pas intervenir. Les avions américains font demi-tour. Des vedettes rapides israéliennes se dirigent alors vers le Liberty et tirent 5 torpilles. Cette photo montre leur attaque. Le bâtiment est gravement endommagé. Par miracle, il ne coule pas. Les torpilleurs israéliens ont visé les canaux de sauvetage mis à la mer, en violation des lois de la guerre. Cet acharnement prouve qu'ils voulaient éliminer tous les hommes d'équipage du Liberty pour que personne ne puisse raconter ce qui s'était passé. Israël n'a jamais admis cette version des faits. Le Liberty aurait été confondu avec un cargo égyptien, une explication qui comporte de nombreuses zones d'ombre. L'US Navy finit par secourir l'équipage. On dénombre 34 morts et 173 blessés. Les survivants sont persuadés, aujourd'hui encore, que l'attaque israélienne était délibérée. En réalité, les Américains voulaient que le Liberty coule. Voilà pourquoi les avions n'étaient pas identifiables. Il fallait simuler une agression égyptienne pour justifier une attaque américaine sur le Caire. Peter Enam a trouvé des indices qui tentent à prouver l'existence d'un accord secret entre Israéliens et Américains. Il montre que peu avant l'attaque, 3 appareils ont été équipés de bombes atomiques sur le porte-avions America. Au moment du naufrage du Liberty, les Américains devaient faire décoller 3 chasseurs bombardiers depuis un porte-avions de la 6e flotte, basé en Méditerranée. Leur mission était d'attaquer le Caire avec des bombes thermonucléaires. Plusieurs témoins présents sur le porte-avions confirment que ces bombardiers étaient équipés d'armes atomiques. Enam pense que leur cible était bien la capitale égyptienne. Israël réfute cette conclusion et nie l'existence d'un plan secret entre Tel Aviv et Washington. Le président Johnson a informé les Soviétiques de l'attaque de son navire. Il leur a dit « Nous trouverons les coupables et agirons en conséquence ». Quant à savoir si les Américains comptaient réellement faire usage de leur arsenal nucléaire, certains l'affirment, mais aucun document n'en apporte la preuve concrète. De fait, quels objectifs auraient-ils pu bombarder? Des bases militaires du Caire, estime Enam. L'affaire du Liberty aurait pu servir de prétexte pour intervenir en Égypte et renverser Nasser. Les résultats de mes recherches ne laissent aucun doute. J'ai parlé avec des gens qui ont assisté au décollage des avions équipés de bombes atomiques. Ceux-ci ont été rappelés 1 ou 2 minutes avant de larguer leurs bombes sur le territoire égyptien. Les troupes américaines sont placées en état d'alerte. Washington a réactivé sa force de frappe nucléaire peu avant l'attaque du Liberty. Aux 4 coins du monde, des bombardiers atomiques étaient prêts à lancer une attaque sur le RSS. La stratégie militaire américaine est globale. En cas de conflit nucléaire avec l'Union soviétique, Washington n'exclut pas de frapper la Chine. Il est hors de question que Pékin soit le grand gagnant d'un affrontement entre les 2 superpuissances. C'est la logique implacable de la guerre froide. Le président Johnson a-t-il réellement envisagé un tel scénario? Certains documents concernant l'attaque du Liberty sont toujours classés secret défense. Les 2 superpuissances ont vanté leur rôle de garant de la paix au Moyen-Orient. Mais elles n'hésitent pas à souffler sur les braises et avancer leurs pions dans cette lutte pour la suprématie mondiale.
Israël et les États-Unis sont des alliés indéfectibles depuis 1967, malgré ou grâce à l'attaque du Liberty. 2 ans plus tard, le premier ministre israélien Golda Meir et le président américain Richard Nixon concluent un accord secret. Celui-ci reconnaît à l'État hébreu le droit de devenir une puissance nucléaire. 1973. Les troupes syriennes et égyptiennes attaquent Israël le jour du Yom Kippour. Leur progression est fulgurante. Les Israéliens commencent à manquer de munitions. L'existence de l'État hébreu est sérieusement menacée. Moshe Dayan, le ministre de la Défense, était paniqué. Il parlait d'apocalypse, de destruction du troisième temple. Il avait complètement perdu son sang-froid. La défaite israélienne est imminente. L'État hébreu va-t-il utiliser l'arme atomique? Va-t-il recourir à ce que l'on appelle l'option Samson? Va-t-il entraîner ses ennemis dans sa chute? Au final, c'est la position de Golda Meir qui s'est imposée. Israël a tenu sa promesse de ne pas être le premier pays à introduire l'arme atomique. Il n'a même pas fait étalage de sa puissance nucléaire. Mais je persiste à penser que l'arsenal atomique israélien a influencé le conflit. Les Américains décident à leur tour de survoler la région avec des SR-71, l'avion le plus rapide au monde. Les Israéliens savent que les SR-71 ont des détecteurs capables d'identifier les ogives nucléaires. Ils équipent leurs missiles Jericho de charges atomiques et les placent en position d'attaque. Les images fournies par les avions espions montrent la menace israélienne. Nous avons constaté une intense activité autour de leurs missiles Jericho et dans les bunkers où ils stockaient leur arsenal nucléaire. Nous nous sommes dit que tout cela pouvait dégénérer en guerre atomique. La tactique d'intimidation israélienne fonctionne. Le secrétaire d'État américain Henry Kissinger entame des négociations avec Moscou et les pays arabes. Soutenu par Washington, l'État hébreu sort une nouvelle fois vainqueur de la guerre. Grâce à leur arsenal nucléaire, les Israéliens ont convaincu les Américains de leur livrer toutes les armes conventionnelles dont ils avaient besoin. Cet arsenal a donc joué un rôle essentiel et amené à l'établissement d'une sorte de pont aérien militaire visant à dissuader Tel Aviv d'utiliser la bombe atomique. Pendant la guerre du Kippour, Israël montre pour la première fois ses capacités nucléaires. Ces bombardiers atomiques F-4 sont prêts à décoller pour attaquer la ville soviétique d'Odessa. Le Moyen-Orient devient le nouveau théâtre de la guerre froide. Israéliens et Américains ont noué une alliance nucléaire contre les pays arabes et l'URSS. En 1973, Israël a tenu sa promesse de ne pas faire usage de l'arme atomique. Mais apparemment, cette promesse ne vaut pas pour le reste du monde. En 1979, les Américains sont informés d'une explosion nucléaire dans l'Atlantique Sud, à mi-chemin entre l'Afrique et l'Antarctique. Israël a réalisé ce test au large des côtes de l'Afrique du Sud avec le soutien de Pretoria. Cette explosion a été détectée par des satellites Vela. Jimmy Carter est furieux lorsqu'il en est informé. Et pour cause. Le président américain tente au même moment d'obtenir la signature d'un traité de paix entre l'Égypte et Israël. La Maison-Blanche et le département d'État ont aussitôt essayé d'étouffer l'affaire, avant même que les services secrets aient commencé à en analyser les tenants et les aboutissants. Pourtant, Washington connaît depuis des années les ambitions nucléaires du régime sud-africain et n'ignore rien non plus de la coopération entre Tel Aviv et Pretoria dans ce domaine. Dès le début de l'apartheid, les responsables du programme nucléaire sud-africain ont établi des contacts étroits avec Israël. C'était en quelque sorte un partenariat gagnant-gagnant. Tel Aviv proposait son expertise technologique, tandis que Pretoria, qui disposait d'abondantes ressources d'uranium, fournissait du minerai d'uranium. Le pouvoir ségrégationniste de Pretoria
dispose déjà d'une bombe atomique. Il veut à présent la bombe à hydrogène. Israël, de son côté, veut exporter des armes et cherche un nouveau site pour réaliser ses essais nucléaires. Le gouvernement de Tel Aviv est donc prêt à fermer les yeux sur l'apartheid. Quelques jours après les discussions sur l'accord de Jéricho, en avril 1975, Shimon Peres et Peter Botta ont signé un traité qui imposait aux deux pays de taire ce qui avait été abordé, négocié et conclu. Tel Aviv et Pretoria devaient nier l'existence même du traité. En apportant son savoir-faire à l'Afrique du Sud, Israël enfreint le traité de non-prolifération nucléaire. Mais l'État hébreu, qui n'a jamais officiellement reconnu ses capacités nucléaires, ne se sent pas lié par un traité qu'il a refusé de ratifier. 1991. Une coalition internationale dirigée par les États-Unis attaque l'Irak. C'est la guerre du Golfe. Saddam Hussein riposte et envoie des missiles Scud sur Israël. La population redoute une attaque au gaz. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Hans-Dietrich Genscher, est en Israël au moment où les Scuds sont tirés. Il est directement confronté à la réaction israélienne. Les missiles irakiens sont tombés sur Tel Aviv et ses environs alors qu'il était en Israël. Il a vu tout ce qui se passait. Dans la cave où nous nous étions tous réfugiés, nous lui avons dit notre mécontentement. Nos reproches portaient sur l'aide européenne octroyée à Saddam Hussein, tant au niveau économique que militaire et chimique. Nous étions très remontés contre tous ceux qui avaient armé Saddam Hussein, les Français, les Italiens, les Américains, les Britanniques, mais surtout les Allemands. En Israël, Hans-Dietrich Genscher s'est fait faire la leçon par son homologue israélien David Levy, qui prétendait que les Allemands avaient osé vendre des missiles à Saddam Hussein. En réalité, c'était faux. Mais après tout, là n'était pas l'essentiel. Et il a eu un contact régulier avec le chancelier Kohl. Nous ne savons pas de quoi ils ont parlé, mais au final, il nous a proposé des sous-marins. Une fois encore, Israël a utilisé la mauvaise conscience des non-juifs en général et des Allemands en particulier. Cette stratégie fonctionne encore aujourd'hui. Je dois reconnaître que cette façon de faire me met plutôt mal à l'aise. Je la trouve humiliante. Mais il est vrai que je ne suis pas responsable de la sécurité de mon pays. En 1999, Berlin livre 3 sous-marins à Israël. Montant estimé 1 milliard d'euros, mais l'État hébreu ne paye que l'équivalent de la moitié d'un sous-marin. Les 3 appareils sont équipés de missiles nucléaires Cruise. En Allemagne, on reste très discret sur le sujet. Les Allemands ont toujours fait comme s'ils n'étaient au courant de rien. Et je parle là des hauts responsables gouvernementaux avec qui j'étais en contact. Je ne pouvais pas le croire. Je pense qu'ils préféraient ne pas savoir ce qui se passait. En Allemagne, on ne veut pas trop s'étendre sur les capacités nucléaires israéliennes. Rares sont les hommes politiques qui acceptent d'en parler. Demander aux Israéliens des explications aurait pu mettre le gouvernement allemand dans une situation très embarrassante. Une réponse honnête de leur part nous aurait mis très mal à l'aise. Imaginez s'ils nous avaient dit « Oui, les sous-marins que vous nous avez livrés seront équipés d'ogives nucléaires ». Comment le gouvernement allemand aurait-il pu justifier ça auprès de son opinion publique? Par la suite, Berlin livre à Israël 2 autres sous-marins capables de transporter des missiles Cruise dotés d'ogives nucléaires. Toutes les personnes concernées par les questions de sécurité et la politique de dissuasion israélienne savaient parfaitement que ces sous-marins pouvaient être dotés de missiles nucléaires. Je ne peux pas imaginer que l'on y réfléchisse quelques instants sans arriver à cette conclusion. Et je trouve qu'il est particulièrement malvenu de feindre la surprise.
Car de deux choses l'une. Soit je suis naïf car je prends des décisions sans en évaluer les conséquences, soit je suis malhonnête car je fais semblant de ne rien savoir alors que j'ai tout compris. Aujourd'hui encore, une grande opacité entoure le programme nucléaire israélien. Pour certains, son arsenal nucléaire, digne de celui d'une grande puissance, ne serait pas uniquement dirigé vers les pays du Moyen-Orient. Personne ne cherche à démentir toutes ces allégations. L'objectif est d'entretenir la crainte par une certaine ambiguïté. C'est le propre de la dissuasion. Nous ne lancerons aucune attaque nucléaire. Nous ne détruirons aucun pays. Israël dispose d'armes atomiques capables de frapper n'importe quel endroit de la planète. Mais Tel Aviv refuse tout contrôle et impose le silence à ses citoyens. En Israël, le tabou de la bombe perdure depuis la création de l'État, en dehors de toute considération démocratique. Pour la communauté internationale comme pour Israël, je pense que le moment est venu d'affronter la réalité. Or, la réalité est qu'Israël dispose de l'arme atomique. Il s'agit de le reconnaître officiellement. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Ce n'est dans l'intérêt ni de la communauté internationale, ni d'Israël.